Ok, donc Christophe Maldivi, je vais vous parler du conflit aujourd'hui. Alors, je pourrais vous parler de guide, tout ça, hein, mais non, on va parler de conflit entre Gaulois, entre Homo sapiens, entre êtres humains. Ok. Alors, les sponsors, bah oui, ça a très bien été dit, et c'est vrai que je pense que c'est compliqué pour les orgas. Ils ont vraiment besoin qu'on les aide, et bah, merci à tous les gens qui sont présents sur ce transparent. Alors, on va commencer par un extrait de film. Ok, donc vous vous inquiétez pas, c'est un film danois, mais ce sera en VO, mais vous aurez les sous-titres. Alors vous plaignez pas. Donc je vais vous donner un peu le contexte du film. Euh, le contexte, c'est une entreprise qui organise un séminaire de team building, ça va plaire à Denis, un séminaire de team building au fin fond d'une forêt pendant tout un week-end. Ok, ça a l'air cool, hein, dit comme ça. Donc je vous présente les 4 personnes. Donc ça, c'est 4 personnes qui travaillent dans la même équipe. Vous avez Mona en bas à gauche, donc c'est la manager de l'équipe. Vous avez Svent en haut à gauche, Sophie au milieu et Karl à droite. Alors on sent que dans cette équipe, il y a un peu des tensions, mais ça va encore, quoi. Ils arrivent à bosser. Alors qui dit séminaire de team building dit bah, il y a un coach forcément, donc c'est la personne que vous voyez au milieu. Il y a des post-it, etc. Voilà. Bon, ils ne sont pas super ravis d'être là. Okay. Et ce qui se passe, c'est que pendant le séminaire, il y a le manager de Mona qui la prend à part, okay, qui lui dit Mona, j'ai un problème. En fait, il y a des gens qui sont. Il y a une personne qui n'est pas OK avec ton attitude, tu la mets mal à l'aise. Parfois, tu as des mots un peu trop hauts, plus haut que les autres, tu es un peu violente dans tes propos. Et donc, il y a une plainte qui a été déposée contre toi. OK. Alors, Mona lui dit bah, c'est qui? On va en discuter. Ah, bah non, parce qu'il y a une procédure interne, tu sais, de harcèlement, tout ça. Donc, la personne peut rester anonyme. OK. Donc là, elle lui dit, donc elle est un peu sidérée à ce moment-là, et elle lui dit, mais tu te rends compte, ça vient forcément de quelqu'un de mon équipe. C'est pas possible, quoi. Alors, dans la suite du film, bah, Mona, elle est complètement déstabilisée par ce qui vient de se passer. Ok. Elle va se mettre à scruter les moindres faits et gestes de son équipe. Elle va mal interpréter tout ce qui se passe. C'est en train de prendre toute la place dans sa tête. Ok. Elle n'arrive plus à bien réfléchir, etc. Et puis, en scrutant un peu les faits et gestes de son équipe, elle va se dire, mais je pense que c'est Sophie, en fait, qui a déposé la plainte. Et donc, elle va voir son manager et elle lui dit, bah, moi aussi. Donc, elle contre-attaque Mona. Elle va voir son manager, elle lui dit, bah, moi aussi, je vais déposer une plainte contre Sophie. Ah bon, pourquoi? Bah, parce que des fois, elle a des mots un peu violents, puis ça se passe pas très bien, elle m'écoute pas, etc. Bon, alors là, le manager, il commence à pas être bien, hein. Le truc paradoxal, c'est qu'il lui dit à ce moment-là, mais t'as essayé d'aller lui parler? Voilà. Alors, Mona, en fait, elle est vraiment pas bien. Psychologiquement, ça va pas. Ça a même un retentissement au niveau physique, c'est-à-dire qu'elle fait un malaise à un moment donné. D'accord? Et là, maintenant, je vais vous montrer euh, un extrait du film. Ça va le faire. Donc là, ce que vous allez voir, c'est le dernier atelier qu'ils doivent faire ensemble. OK? Alors, je vais un peu bricoler pour que vous ayez un son potable, mais pas d'inquiétude. Vous avez les sous-titres. Okay, lad os gøre det. Jeg tænker bare, det er at komme i gang. Ja. Jeg tager den anden Jeg hende tager bare her, den her. Brix. Jeg tager bare den her, så kan I tage noget andet. Jamen altså, jeg tror, vi skulle ligesom være sammen om det. Men... Hvis I bare begynder at tage nogle af de andre, så vi kan komme i mål her. Kan jeg hjælpe dig, Svend? Ja. Yes. Er du også lige med, Sofie? Gider du hjælpe med? Nej, undskyld, jeg synes, det er sindssygt ubehageligt at være. Jeg kan ikke lige... Kan vi ikke bare lige gøre det her? Nej, Mona, hvad er dit problem med mig? Hvad mit problem er? Ja, det er dig, der har et problem, ikke? Hvad? Du har været så ubehagelig på den her tur. Du har modsat dig alt, hvad jeg har gjort. Du modsiger alt, hvad jeg siger. Og du kan ikke engang finde ud af bare lige at give mig et lille bitte ordentligt kompliment i sådan en fucking lorteøvelse, mand. Og så render du i røven på Carina hele tiden som en eller anden lille hund. Vi er jo voksne, mand. Det er et lille menneske. Og skal vi høre i det her?
Mona, hun får det dårligt af det her. At hun har det dårligt. Ja. Det er da mig, der har det dårligt. Det er da mig, det er synd for. I har ikke lavet den råd. Jeg sammen mod mig hele den her weekend, mand. Bare fordi jeg er pisse god til det, jeg laver. I kan ikke engang sige tillykke til mig, når jeg får et fucking fedt job. Og så holder I mig udenfor og sidder rigtig oppe i baren og drikker fucking drinks og hygger jer. Og ved du hvad, hvis du har et problem med mig en anden gang, så sig det til mit ansigt. Prøv det i stedet for at gå til HR og lave en klage om mig. Hvad er det, du bliver ved med den klage? Det er ikke mig, der Du stopper nu, Mona. Altså, det er jo... Altså, det er jo... Det, du gør lige nu, det er jo ekstremt ubehageligt for os alle sammen. For helvede, altså. Det er jo mig, der har indgivet den klage mod dig. Og det er lige præcis på grund af situationer som denne her. Ikke? Mona. Nej, kæft. Ok. Ça va? Attendez, j'ai pas mes lunettes. Ça va arriver. Voilà. Ok. Donc il y a 3 trucs que j'ai envie de vous dire par rapport à cette séquence. La première, c'est que c'est ma partie préférée du film. Pourquoi? En fait, avant et après, c'est ce que j'appelle le théâtre de l'entreprise. C'est-à-dire, bon, ils sont là, ok, c'est le week-end, c'est team building, tout ça, il faut qu'ils donnent le change. Ils n'ont pas vraiment envie d'être là. Vous savez, il faut lisser son langage, il ne faut pas parler trop fort, pas trop dire qu'on n'est pas d'accord, etc. D'accord? Et là, ben, c'est un moment de vérité dans le film où ils disent vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. D'accord? Alors le problème, c'est que ça sort comme ça, c'est extrêmement violent, c'est pas contrôlé, donc on peut peut-être faire mieux. D'accord? Mais en tout cas, c'est sain. C'est ça que je veux faire passer comme message. C'est qu'en fait, ça, c'est assez sain. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans un cadre pour gérer ça correctement. Ok? Le deuxième point, c'est dans quel état émotionnel sont les personnes? Vous avez vu Svend et Sophie, ça va pas trop mal. Sophie, elle arrive, elle dit je suis désolée, je suis mal à l'aise. Position d'ouverture, il y a un truc qui va pas, elle a envie d'en parler. Donc ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'elle va recevoir en face? Mona, comme je vous l'ai dit avant, elle est dans un état émotionnel qui est catastrophique. Elle n'est pas du tout bien. Donc, elle n'est pas du tout apte à avoir cette discussion à ce moment-là. Et donc, ça explose complètement. D'accord? Donc, ce qu'on voit, c'est de l'hostilité, c'est de la diabolisation, c'est-à-dire que clairement, pour Mona, c'était Sophie le problème. Ce n'est pas qu'ils étaient en désaccord sur certaines choses, non. C'est que Sophie, c'était devenu le problème. D'accord? Et là, au moment où Svend lui dit « non, en fait, c'est moi qui ai déposé la plainte », elle est complètement paumée. Vous voyez, elle est perdue, quoi. Réfléchit, elle n'y arrive pas. À ce moment-là, on sent que elle pourrait se raccrocher, repartir vers une ouverture, vers les autres, rétablir le dialogue, mais en fait, elle n'y arrive pas. Ce n'est pas le bon moment pour elle. Et elle va se refermer, ok? Elle va continuer avec ses rondins de bois. Donc, elle s'enferme dans un truc absurde. En plus, c'est complètement con ce qu'on leur demande de faire là. Et en face, ce comportement de fermeture de Mona, d'hostilité, de fermeture, qu'est-ce qui va entraîner? Du côté du reste de l'équipe, vous voyez, Sophie, à la fin, elle part, elle fait comme ça. Elle qui était ouverte au début, elle a envie d'en parler, elle n'y arrive pas. D'accord? Donc, cet exemple, il va nous suivre pour ce que je vais vous expliquer par la suite. Alors d'abord, je vais déconstruire un truc. Ce truc-là, c'est extrêmement réducteur. Alors, en général, ce qu'on dit d'une personne, on dit cette personne, face au conflit, elle prend la fuite. Ouais, moi, dès qu'il y a un conflit, je prends la fuite. Ou une autre personne, elle est tétanisée. Ou une autre personne, ah ouais, elle, c'est une battante, elle ne va pas hésiter à y aller, etc. Bon, ça, c'est très réducteur. Donc moi, je vais vous proposer une autre vision des choses. On va regarder le problème selon 2 axes. L'axe vertical, c'est est-ce que la personne est importante pour moi?
Donc en bas, je ne suis pas important du tout. En haut, c'est quelqu'un de ma famille, un collègue que j'estime, voilà. Voilà, quelqu'un qui me tient à cœur. L'axe horizontal, le sujet, bah, si je suis complètement à gauche, bah, je m'en fous. Si je suis complètement à droite, ok, là c'est une valeur forte pour moi, c'est une conviction, c'est un truc auquel je tiens. D'accord? Alors je vais vous donner des exemples. Donc là, je suis au café, il y a 2 collègues à côté de moi que je ne connais pas trop, ils sont en train de s'écharper parce que comme quoi Marseille, ce serait mieux que le PSG, enfin bon bref. Moi, le foot, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas aller en conflit avec eux là-dessus. J'évite complètement le sujet. D'accord? Les personnes ne sont pas importantes pour moi, le sujet non plus. Là, autre exemple, j'arrive dans une équipe, je vais bosser avec un nouveau collègue, on va bosser tous les deux, faire du dev tous les deux, je ne le connais pas du tout. Par contre, je sens que pour lui, il y a un truc super important. Dès que j'arrive, il me dit, ouais, tu sais, moi, la qualité, c'est important pour moi, donc je te préviens, on va faire des branches, on va faire des relectures de code avec des pull requests, et puis aussi, j'aime bien travailler tout seul pour être bien concentré. Donc ça a l'air vachement important pour lui. Ce sujet-là est important pour lui. Bon, moi, c'est pas mon trip, hein, son truc. Hein. Moi, je suis plutôt pair programming, trunk base et compagnie. Bref. Mais ce n'est pas le sujet le plus important pour moi au début. Au début, pour moi, le plus important, c'est de miser sur la personne. C'est-à-dire, OK, on va commencer comme il veut, mais le sujet important pour moi, c'est qu'on crée une relation de confiance au début, parce que si on s'entend bien, qu'on a confiance l'un dans l'autre, après, on va pouvoir aborder ces problèmes-là. On pourra y revenir à son histoire de pull request, tout ça qui ne va pas me plaire. Donc là, à ce moment-là, j'abandonne. C'est pas grave. Comment on va faire les choses? J'abandonne parce que je mise sur la personne. Si en équipe, vous abandonnez en permanence sur des sujets qui vous tiennent à cœur, c'est que vous êtes en milieu toxique. C'est qu'en fait, vous avez peur de dire que vous n'êtes pas d'accord. Et si vous avez peur, ben voilà, c'est que vous êtes en situation de conflit. Autre exemple, j'arrive dans une équipe, et là, les collègues, ils m'accueillent et ils me demandent « Ah, c'était comment dans ton équipe avant? Comment vous faisiez le travail ?» Bah, au minima, on était en pair, des fois on était en mob, voilà, il y avait un clavier, tout le monde derrière. Et là, le chef de projet en face me dit, c'était vraiment un projet de glandeur ton truc. Mais ici, c'est pas la DDE, hein. On va pas bosser comme ça, ok? Ça parle à Rémi aussi, je pense. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Ben, moi, j'arrive, la personne n'est pas très importante. Donc, je ne suis pas très important pour lui. Ok. Par contre, manifestement, pour cette personne, la façon dont on va faire le travail dans son projet, c'est vachement important pour lui. Et donc, on peut rentrer en conflit directement parce qu'en fait, il ne considère pas la personne et le sujet est très important pour lui. Donc là, on peut très vite aller en tension et rentrer en conflit. Là où on veut être, c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'une équipe qui fonctionne bien, bah déjà c'est une équipe où vous considérez vos équipiers, d'accord? Les gens sont importants pour vous. Et même sur des sujets importants, eh ben, on va arriver, on peut ne pas être d'accord, c'est-à-dire ben, telle personne propose solution 1, l'autre solution 2, ben, on va en discuter, on n'est pas d'accord et on va peut-être trouver une solution 3 qui sera encore meilleure, ou on va faire des compromis. Voilà, donc là, c'est le truc qu'on voudrait. Donc, retenez un premier truc, c'est que le conflit, ça va être lié à 2 choses. La personne que vous avez en face de vous, okay, est-ce qu'elle compte pour vous ou pas? Et puis le sujet dont vous êtes en train de parler. Alors, on continue à poser un peu nos briques, nos Legos. Alors, qu'est-ce que vous voyez quand vous avez 2 personnes en situation de conflit? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi qui est visible? La partie émergée de l'iceberg, en fait, vous voyez des gens qui vont camper sur leur position. Chacun campe sur sa position. Et en plus, on a l'impression qu'elles sont irréconciliables, ces positions. D'accord? Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, moi, je vais vous parler de médiation. Et ce qu'on va essayer de faire dans la médiation, on y reviendra, c'est qu'on va essayer d'aller creuser la partie immergée de ces icebergs. D'accord? Donc, on va voir qu'il y a des besoins, des intérêts qui sont différents. Bon, bah ça, c'est pas grave. Okay. Le truc intéressant, c'est ça.
c'est qu'on va trouver des besoins communs. Je reviens sur mon exemple avec, moi j'aime bien faire du pair et trunk base, et le collègue, lui, son trip, c'est travailler tout seul et faire des pull requests, des relectures. En fait, c'est quoi mon besoin? C'est quoi les besoins en commun que l'on a? En fait, moi j'ai envie de faire de la qualité dans mon logiciel. J'ai envie que le projet, ce soit un succès. J'ai envie que les clients, ils aient de la valeur, qu'ils soient contents du produit. Et le collègue, il veut la même chose, en fait. Il a les mêmes besoins à ce niveau-là. Donc, on a des besoins communs, mais on diverge sur comment faire les choses. D'accord? Donc, si on arrive en médiation à redescendre à ce niveau-là et à reparler des besoins communs, après, on va pouvoir construire peut-être une solution qui marchera pour les deux ou un compromis. Ce qu'on va aller creuser aussi, c'est les représentations et l'état émotionnel. En médiation, ça peut exploser, d'accord? Ça peut être très violent au niveau verbal. C'est ce que vous avez vu dans l'extrait. Sauf que quand ça explose, on se rend vraiment compte de ce que l'autre est en train de vivre. Dans quel état émotionnel la personne se trouve. Et c'est important de s'en rendre compte de ça. Pour les gens qui sont en permanence dans le lissage du langage, où il ne faut pas dire un mot plus haut que l'autre, ça, vous n'arrivez pas à le faire passer, en fait. D'accord? Donc ça, c'était mes icebergs. On va poser une autre brique. On va parler de charge mentale. Donc rapidement, la charge mentale, c'est quoi? Je vais rapidement, c'est deux trucs. C'est la charge psychique et la charge cognitive. Donc la charge psychique, ici, je l'ai représentée avec la grosse bulle du stress, qui prend toute la place en situation de conflit. Et puis, en dessous, vous avez le truc cool, ce sont vos capacités cognitives. Sauf que vous voyez qu'en situation de conflit, la bulle rouge, elle écrase complètement la bulle verte. Donc, en situation de conflit, la personne, elle a beaucoup de mal à réfléchir correctement. Elle perd ses moyens cognitifs. Ça a été démontré dans pas mal d'études. C'est le schéma que vous avez à droite. Pour une tâche complexe, mon niveau de performance va chuter si je suis trop stressé. D'accord? Voilà, donc qu'est-ce que ça fait aux gens quand ils sont en situation de conflit? Pour la personne, c'est un moment qui peut être une grande fragilisation. D'accord? Je vais être submergé par des émotions négatives. Mettez-vous dans les baskets de Mona. Submergé par des émotions négatives et voire même dépassé. Émotion négative, ça va être la colère. Dans l'extrait, Mona, elle explose, elle est dépassée par la colère. D'accord? Ça peut être de la tristesse, de la mélancolie, ça peut être de la peur. La boule au ventre d'aller au travail, la peur d'aller à cette réunion où l'autre sera présent. D'accord? Donc, quand la personne n'est pas du tout bien dans ses baskets, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir se protéger. Donc, elle va commencer à mettre des sacs de sable. Vous savez, elle va s'entourer de sacs de sable. D'accord? Donc, on rentre dans une logique de fermeture. Quand on monte d'un cran, on va se méfier. Donc, on va faire une petite lucarne et puis on va observer, oula, la moindre personne qui approche, on va s'en méfier. D'accord? L'étape d'après, c'est qu'on va carrément tirer à travers la lucarne. Hein. D'accord? Mona, l'état dans lequel elle est à ce moment-là, elle ne peut que tirer sur les gens. Elle n'est plus capable de les accueillir. OK? Ça, c'est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que imaginez Mona dans sa chambre d'hôtel après cet événement, quand elle va repenser au truc. Elle va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel comportement j'ai eu? Mona, elle n'aime pas s'énerver comme ça. Mona, elle n'aime pas hurler sur les gens. Sauf que c'est ce qu'elle vient de faire. Et donc ça va la déstabiliser encore plus et alimenter le cercle vicieux de fermeture. Dans l'autre sens, vous l'avez vu aussi, imaginez la personne qui est en face. Donc Sven, Karl et Sophie. Et face à ce comportement d'hostilité, de fermeture, eux-mêmes, ça va les déstabiliser et eux-mêmes, ils vont rentrer dans une logique de fermeture. Voilà, donc on a une spirale extrêmement efficace qui fonctionne très très bien, c'est très facile de descendre très bas. Ok? Alors, je vais faire une parenthèse, que vous connaissez cette phrase qu'on dit souvent, c'est dans les moments difficiles que l'on découvre les gens. Vous avez déjà entendu ce truc? Est-ce qu'à votre avis, Mona, c'est la vraie Mona, là? En fait, c'est Hulk que vous êtes en train de découvrir, hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en train de découvrir la facette de Mona sous un stress intense. C'est ça que vous découvrez.
C'est pas Mona, d'accord? Mona, elle est faite de plein d'autres trucs. Mona, au début du film, ça va pas trop mal, ok? Elle est enjouée, elle blague avec ses collègues, ça va pas mal. Mais là, voilà. Donc attention à cette phrase, c'est pas la personne que vous découvrez en situation difficile, c'est une facette sous stress quand la personne est vraiment pas bien. Alors, on peut repartir dans l'autre sens, mais c'est beaucoup plus dur. En fait, le but, hein, ça va être de faire du préventif hein, par rapport à tout ça, hein, parce que quand on est tout en bas, pour remonter, c'est très dur. Donc déjà, ce qu'il faut offrir à la personne et qu'elle s'offre à elle-même, c'est de se mettre au calme. D'accord? Ça va être de s'isoler. Donc soit la personne s'isole elle-même, soit le manager va dire « Ok, là, tu as besoin de respirer, isole-toi ». Qu'est-ce que fait un médecin quand vous arrivez chez lui complètement cramé? Il vous isole, il vous met 1 semaine, 2 semaines en arrêt maladie. D'accord? Donc déjà, je retrouve mon calme. Si je retrouve mon calme, la bulle du stress, elle diminue, la bulle des capacités cognitives, elle regonfle, d'accord? Je réfléchis mieux, je suis plus lucide, ok? J'arrive à faire la part des choses entre l'accessoire et l'important, et je suis peut-être capable à nouveau de prendre cette décision qui serait de me réouvrir à l'autre. Alors attention, hein, au début, ça va être bonjour, hein, c'est tout. Hein. On va pas aller boire des bières ensemble. Hein. Je me rouvre à l'autre, et puis peut-être que sur un sujet, pas trop polémique, on va peut-être arriver à s'écouter. Ok, je vais peut-être écouter à nouveau ce qu'il a à dire. Je vais peut-être, le cran d'après, essayer de lui poser des questions pour comprendre ce qu'il a en tête. Et puis, chemin faisant, peut-être que je vais me rendre compte que je m'étais complètement planté. Je comprends ce qui s'est passé. Et en comprenant, eh ben, ça va m'apaiser. D'accord? Et donc, on peut avoir quelque chose de vertueux là-dedans. En m'apaisant, je m'ouvre plus. Si je m'ouvre plus, je comprends mieux ce que l'autre a en tête. D'accord? Je peux même aller compatir parce qu'en fait, ce qui s'est passé chez lui, je l'ai déjà connu. Ok? Voilà. Bon, cette boucle vertueuse, elle est beaucoup plus difficile à entretenir. Il faut éviter d'y aller. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on cherche dans notre affaire, c'est à passer de la gauche vers la droite. OK? Donc, je vous l'ai déjà un petit peu dit. Pour passer de la gauche vers la droite, il faut déjà que je retrouve mes capacités. OK? Il faut que je m'apaise, que j'arrive de nouveau à mieux réfléchir. OK? Et puis, si je me rouvre à l'autre, bah, l'autre, il va le sentir et il va m'envoyer des mouvements de reconnaissance, ce que j'appelle des mouvements de reconnaissance. Il va aussi me dire bonjour. Il va peut-être aussi écouter ce que je suis en train de dire plutôt que de grimacer, de regarder son smartphone ou de regarder ailleurs. Et ça va me réconforter aussi. Il y a les petites flèches rouges qui repartent dans l'autre sens parce que c'est pas facile du tout et c'est que des petits pas. C'est que des petits pas, on va peut-être gagner un petit peu et puis on va complètement repartir en arrière par moment. Sur un sujet, ça va aller, sur un autre sujet, ça va repartir en vrille. Donc les capacités, on l'a dit, se calmer. Dans le film, quand Sophie intervient au début, elle dit « je suis désolée, je suis mal à l'aise ». Ok ? Bon, bah en face, qu'est-ce qu'elle reçoit? C'est toi qui as un problème, tu arrêtes pas de me dénigrer, tu fais de la lèche, etc. Bon, vous avez compris. Hein. Voilà, alors, mouvement de reconnaissance, je vais dire cette phrase peut-être souvent, les gens ont énormément besoin qu'on les écoute. Vraiment. C'est quoi le premier frein à l'écoute, en fait? C'est quoi le premier frein à l'écoute? Il y a une petite phrase qui dit « qui ne dit mot consent ». Vous connaissez ça? Qui ne dit mot consent. Ah bah alors ce truc-là, ça voudrait dire que la personne est en train de commence sa phrase et je sens que je ne vais pas être d'accord, donc tout de suite, je vais l'interrompre. On ne sait jamais, hein, si je la laisse parler, c'est peut-être que je suis d'accord, parce que qui ne dit mot consent. Bon, bah ça, c'est une ânerie, ça aussi, d'accord? Donc, vous pouvez tout à fait laisser la personne s'exprimer, aussi longtemps qu'elle le souhaite. Vous allez même lui poser des questions pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'elle a en tête. Il faut vraiment comprendre sa vision des choses. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah après, vous allez pouvoir lui dire, il n'y a pas de souci. Mais vu que vous aurez fait l'effort de vraiment l'écouter, eh ben la personne en face, ça, elle le sent. Et c'est cool pour elle que vous l'écoutiez vraiment. Et donc, bah, elle sera d'autant plus à même de vous écouter quand vous allez lui dire que vous n'êtes pas d'accord. OK? Alors, nuancer, reprendre son propos, je vais y revenir quand on va parler de médiation.
Donc l'escalade, on peut le montrer. Donc voilà, donc moi j'appelle ça l'échelle de la terreur, quoi. C'est-à-dire qu'on part, on a des tensions légères en bas, et puis vous avez un ou des événements déclencheurs. Donc là, c'est la plainte dans le film. Et puis bah, d'un seul coup, le problème, ça devient la personne. Donc Sophie, ça devient le problème. Et volonté de nuire tout en haut, bah oui, Mona, elle contre-attaque et elle va dire à son manager, moi aussi, je vais déposer une plainte contre Sophie. Alors, on peut descendre, mais c'est nettement plus difficile. Il faut déjà, comme on l'a dit, il faut se calmer, retrouver un peu ses esprits. De nouveau, faire cet effort d'écoute. De nouveau, être attentif aux besoins, vraiment essayer de comprendre. Et peut-être qu'après, on arrivera de nouveau à avoir une discussion constructive. Alors, le truc voilà, un autre message que j'aimerais que vous reteniez, c'est que vous êtes des champions pour le faire. En fait, tout le blabla que je vous ai raconté, vous savez faire au quotidien. Et même aujourd'hui, je suis sûr que vous avez eu des discussions entre vous où vous avez eu des événements, des moments déclencheurs où vous sentez ah, on n'est pas d'accord là-dessus, mais après, vous récupérez le truc. Donc, on est tous des champions pour le faire. Et je vais vous montrer ça là-dessus. Donc là, c'est une courbe, d'accord? Et cette courbe, c'est est-ce que je suis OK ou pas dans la discussion que j'ai avec la personne. Donc, si je suis tout en haut, si la courbe monte, c'est qu'on est super aligné, super d'accord, voilà. Si je descends vers le rouge, bah, c'est que bientôt on va se battre, hein. On n'est vraiment pas d'accord. OK? Et ça peut devenir houleux. Exemple. Il y a mon équipe qui me demande de faire une présentation sur un sujet que je connais bien. Donc, je commence à faire une présentation. Là, je suis tout en haut, ça se passe bien. Et là, ça fait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes que j'ai un collègue en face, il regarde son téléphone et il ne m'écoute pas du tout. Donc, ça commence à me chauffer, cette affaire-là, parce que, en plus, lui, il m'avait demandé de présenter le truc. En fait, il n'écoute pas du tout, ça commence à me gonfler. Là, il pose son téléphone, ok, il me regarde et il me dit « Écoute, je suis vraiment désolé, excuse-moi, en fait, c'est mon fils, il a perdu ses clés, il était bloqué devant la porte, il a fallu que je gère le truc. » Ça va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il m'a offert des mouvements de reconnaissance. Il n'a pas posé son téléphone comme ça, à l'air de rien. Il m'a dit bah, « Excuse-moi » et il m'a expliqué. Donc, il a fait l'effort de m'expliquer ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai compris en face. J'ai compris et d'un seul coup, ça va mieux. OK ? Donc, j'étais descendu ici et l'événement déclencheur, il m'explique, je repars en haut. Tout va bien. Donc ça, au quotidien, on est des champions pour le faire. Autre exemple, ça fait 1 mois qu'on a des gros bugs en prod. Toute l'équipe est fatiguée, ça rame, on n'en peut plus. Et là, j'arrive un matin et il y a le chef de projet qui me dit putain, mais j'en ai vraiment marre, hein, t'es pas foutu de mettre à jour tes cartes Jira, quoi, ça fait 3 jours. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Bah, qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes cartes Jira? Tu sais où tu peux te les mettre. Ça fait vachement de bien de le dire. Hein, Je vais dire que je caricature, bien entendu, mais... Donc là, je suis descendu là. Et là, eh ben, les tensions peuvent se transformer en conflit. Le problème, ça peut devenir, c'est le chef de projet, le problème, et c'est pas autre chose, etc. D'accord? Vous avez compris. Donc, au quotidien, on est des champions, on sait faire, vous avez besoin de rien. On n'a pas besoin de vous transformer pour que vous sachiez faire ça. Vous savez le faire. D'accord? Le truc, c'est que des fois, ça part en vrille. OK, et vous êtes en situation de conflit avec une personne, des fois c'est toute l'équipe qui est en conflit, il y a des clans qui se créent. Et là, on a besoin d'un coup de pouce, je dis bien d'un coup de pouce, parce que vous savez faire, pour vous en sortir. Donc là, je vais vous parler de médiation. Donc là, c'est une vidéo qui est disponible sur YouTube. C'est un exemple de médiation, pour montrer un peu comment ça se passe, etc. Alors vous avez, je vous présente, vous avez le médiateur au milieu, vous avez Laura, à droite, qui est une chef d'entreprise. Cette chef d'entreprise, Laura, a licencié Pierre, qui est en face, les bras croisés. D'accord? Pierre est allé au prud'homme en disant que c'était un licenciement abusif. Les prud'hommes l'ont débouté parce que l'entreprise a des gros problèmes financiers, donc le licenciement peut être justifié. Mais les prud'hommes ont dit allez en médiation, vous pouvez trouver une issue favorable. D'accord? Et donc, les 2 autres personnes, ce sont les avocats
mais en médiation, vous n'avez pas d'avocat en général. Là, c'est parce qu'il y a eu un procès, etc. Et d'ailleurs, dans l'exemple, les avocats, ils sont là pour accompagner, parce que les personnes sont très très mal. Ça les rassure que l'avocat soit à côté, mais elles n'interviennent pas. Exemple de ce qui vient de se passer. Donc, juste avant que le médiateur intervienne, il y a Pierre qui a pris la parole et il a dit Laura, c'est vraiment dégueulasse ce que tu as fait, c'est vraiment dégueulasse, Laura. Tu n'as pas arrêté de nous dire qu'il y avait des valeurs humaines dans ton entreprise et tu m'as jeté comme une merde. Ok? Donc vous imaginez, hein, là c'est Roland Garros, il a balancé un truc à 200 km/h. Vous imaginez Laura en face. Donc le médiateur, il laisse pas passer le truc, il intercepte ce que vient de dire Pierre et il va faire ce qu'on appelle un reflet ou un miroir en médiation. C'est-à-dire qu'il va lui renvoyer son message. Donc le médiateur se tourne vers Pierre et va lui dire « Donc Pierre, vous venez de dire Laura, c'est vraiment dégueulasse ce que tu as fait. T'arrêtais pas de nous dire qu'il y avait des valeurs humaines dans ton entreprise et tu m'as jeté comme une merde. » Donc il lui fait pas une reformulation. Il lui redit ce qu'il vient de dire, de manière joufflue, avec voilà, il y met du cœur, hein, de la même façon, en étant fidèle au message d'origine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah déjà, Laura, elle n'a pas pris le service à 200 km/h. C'est le médiateur qui l'a pris. D'accord? Qu'est-ce qui se passe pour Pierre? Je vous l'ai dit, les gens ont vraiment besoin qu'on les écoute. Donc juste à ce moment-là, pour Pierre, ce qui se dit, eh ben, le médiateur, il a écouté ce que j'ai dit, il l'a compris, il est même capable de me le redire. Il y a quelqu'un qui a entendu ce que j'avais à dire. Donc ça va faire du bien à Pierre. Donc, et Pierre, deuxième truc, il se rend compte de ce qu'il vient de dire. Parce qu'en fait, il est super énervé, donc c'est parti comme ça, mais il maîtrise rien quand il le dit comme ça. D'accord? Et donc, il va se rendre compte de la violence de ses propos et il va répondre. Pierre va répondre en disant, il va nuancer, il va dire « Je suis extrêmement énervé. C'est vrai, je suis extrêmement énervé. Je pensais qu'il y avait des valeurs humaines dans cette entreprise et j'ai été licencié et pour moi, c'est très injuste ce qui s'est passé. » Bon. Laura, qu'est-ce qu'elle va entendre? Elle va entendre, bah, c'est injuste, il est énervé, il pensait qu'il y avait des valeurs humaines, et je suis d'accord en fait avec lui, il y avait des valeurs humaines. Bref. Et après, ça se déroule, et voilà. Et le rôle du médiateur, ça va être ça. C'est pas de reformuler, c'est pas de dérouler une procédure, il n'y a pas de magie, ça va juste de soutenir les protagonistes. Et il n'y a pas 50 méthodes. La méthode du reflet, comme je vous l'ai dit, indiqué ici, c'est la méthode principale qui peut être utilisée en médiation. Donc, c'est juste un coup de pouce, il n'y a pas de magie. C'est surtout pas directif. On est là, le médiateur, il est dans le sillage des protagonistes. Ce sont elles qui décident de ce qui se passe. Donc, le libre arbitre, ce sont les personnes qui décident d'aller en médiation. Ce sont les personnes qui décident des règles qui vont être en médiation. Ce n'est pas le médiateur qui va leur dire « vous n'avez pas le droit de vous interrompre hein. ». Non, non. Au début, il va leur dire « c'est vous qui décidez de comment se déroule l'entretien. Si vous voulez des règles, c'est vous qui allez les édicter. » Pourquoi? Parce que chaque décision que les personnes vont prendre, eh ben, en fait, c'est retrouver des capacités, si vous voulez. Si je suis capable de reprendre même une petite décision, ben, c'est que je retrouve des capacités. Donc, c'est important de les soutenir pour ça. Pourquoi la simple présence pourrait suffire? Le principe de la médiation, c'est quoi? C'est déjà les gens, ils vont prendre le temps de se sentir un peu mieux et eux-mêmes vont prendre la décision de rencontrer un médiateur. Mais rencontrer, c'est individuellement au début. Donc déjà, s'ils sont capables de prendre cette décision, c'est que ça va mieux. Okay, ça va un peu mieux. Deuxièmement, ils vont rencontrer le médiateur. Bah, il y a quelqu'un qui va les écouter, qui va écouter tout ce qui s'est passé, toute leur histoire. Le médiateur va leur poser des questions, ça va les aider à clarifier ce qui s'est passé, etc. Et si, et seulement si elles le souhaitent, la réunion de médiation avec l'autre aura lieu. Donc en fait, quand les personnes arrivent dans la médiation, dans ce cadre sécurisé de la médiation, il y a énormément de chemin qui a été parcouru. D'accord? Et surtout, elles ont grandement confiance dans la personne du médiateur qui est là. Elles savent qu'il est neutre, impartial et qu'il respecte la confidentialité de ce qui va être dit. Voilà, donc la médiation, ça sert à ça, c'est passer de la gauche
de la déstabilisation complète de cette interaction qui est très conflictuelle à on revient sur les désaccords. On est de nouveau capable d'avoir une interaction et de se parler pour parler des désaccords. C'est plus la personne le problème, c'est qu'on a des désaccords et on arrive à en parler. Il y a 3 issues possibles à ça. L'échec, ça ne marche pas. Okay. Ça peut être se quitter plus apaisé, mais ça, c'est déjà vachement bien. Il y a une petite phrase qui dit que pour tourner la page, encore faut-il l'avoir lu. Que les gens arrivent à se dire les choses en médiation, même s'ils se hurlent dessus, qu'ils arrivent à se dire les choses, c'est déjà très important psychologiquement pour qu'elles arrivent à tourner la page. Même si après, il y a rupture. Hein, d'accord ? Par contre, si elles arrivent de nouveau à parler de leurs désaccords, peut-être qu'elles vont pouvoir imaginer des solutions ou des compromis. OK ? Attention, médiation et conciliation, ce n'est pas le même combat du tout. La conciliation, donc vous avez les deux présents en justice. Hein. La justice va souvent vous offrir des parcours soit de médiation, soit de conciliation avant d'aller au procès. D'accord ? Ça peut être même obligatoire en fonction des cas. La conciliation, c'est nettement plus directif. Il y a un problème et le conciliateur va tout faire pour résoudre ce problème-là. Que les gens arrivent à se parler après, ce n'est pas son souci, hein, ce n'est pas le but. Par contre, imaginez que vous avez un divorce, une rupture dans un couple, mais il y a des enfants, ce serait bien que les parents arrivent encore à se parler après ce qui s'est passé. Parce qu'il y aura des tas de trucs à discuter à propos des enfants. Donc la médiation, ça peut aider. Alors, je ne sais pas s'il y a des managers dans la salle, mais le pauvre manager, quand il a un conflit dans son équipe, c'est dur. Alors, je dis manager, mais pas que. Parce qu'en fait, toutes les personnes dans la salle, elles ont peut-être que dans leur équipe, il y a des conflits, et peut-être que vous essayez d'aider, vous essayez un peu de prendre cette posture-là de médiateur, mais vous n'êtes pas forcément formé pour le faire. Donc l'idée déjà, pour prendre cette posture, il faut avoir du temps. Du temps pour organiser, pour faire les choses, mais aussi du temps à donner aux gens pour qu'ils se sentent mieux. Il faut peut-être les sortir du truc où il y a le conflit, et c'est offrir du temps aux personnes pour qu'elles se sentent à nouveau mieux. D'accord ? Si vous ne le faites pas, c'est le médecin qui va le faire. Hein. Quand il y a une personne comme ça qui part pendant 2 semaines en arrêt maladie, c'est parce que l'entreprise n'a pas su gérer le truc, et la personne était tellement mal, elle allait voir son médecin, et le médecin, je te sors du truc qui est anxiogène pour toi. Il faut avoir la compétence, parce que il faut se former à ça. Il y a des principes à respecter, si on veut que ça marche bien, si on ne veut pas brusquer les gens. Et puis, vous pourrez le faire, en étant amateur, entre guillemets, que sur des sujets qui sont simples. Si vous êtes sur un conflit de 2 personnes avec des personnes qui ont été en arrêt maladie, non, c'est déjà trop compliqué. Hein. Ce serait mieux qu'il y ait un médiateur professionnel qui s'en occupe. Un exemple de boulette que pourrait faire un manager, il voit bien qu'il y a un conflit entre 2 personnes, il ne prend pas trop le temps de les écouter, de discuter individuellement avec elles, et il leur pose une réunion comme ça. C'est-à-dire que les 2 personnes, elles ne peuvent pas se sentir, et elles reçoivent une réunion de leur manager qui organise ce truc-là. Et là, on grille tous les principes de la médiation. C'est-à-dire que les personnes, on ne leur a pas offert le temps de se reposer, on n'a pas discuté avec elles individuellement pour bien comprendre, faire ce travail d'écoute et de clarification, et on les remet en scène, entre guillemets, directement. Donc ça ce serait une boulette. Hein. Notre manager, normalement, un médiateur professionnel, il vient d'ailleurs, okay, il est neutre, alors on va dire qu'il est neutre, impartial, il ne fait pas partie du problème, il est extérieur, etc. Quand vous êtes dans l'entreprise, si c'est votre manager ou autre, ça va être très compliqué pour lui d'être neutre, impartial, de ne pas faire partie du problème. Donc là, il peut peut-être s'appuyer sur un autre manager qui est formé aussi pour faire de la comédiation. Enfin, il y a des choses qui sont possibles. Un exemple qu'un manager pourrait faire, qui a été formé, qui connaît le truc, ok, il identifie le conflit, il donne le temps aux gens de récupérer un peu, il en discute individuellement avec elles pour les écouter, pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé, et il va leur demander, est-ce que tu as envie
C'est toi qui décides, est-ce que tu as envie qu'on fasse cette réunion où on va rencontrer l'autre? Si la personne est volontaire, si les deux personnes sont volontaires, il propose une réunion, voilà, il pose sa casquette de manager, ok, il est juste là pour faciliter l'échange. Et il leur dit bien, c'est vous qui décidez de comment ça va se passer et des règles. C'est pas moi. Moi, je suis juste là pour soutenir un peu la conversation. D'accord? Par contre, à la fin des 2 heures, si les personnes veulent refaire une séance, bah, ok. Mais si elles ne se sont pas mis d'accord et qu'elles ne veulent pas refaire de séance, eh ben, il peut leur dire, je reprends ma casquette et je vais arbitrer. Alors, il y a un truc pas cool du tout, on aimerait que ce soit pas vrai, mais un truc qui est très vrai, c'est que quand il y a un arbitrage sec qui peut arriver derrière, en général, ça marche bien mieux. Pourquoi? Bah, parce que les personnes vont vraiment avoir envie de trouver un accord ou une solution dans ce processus. Parce que sinon, elles savent qu'elles vont... Derrière, ça va être le coup près. Là, ça va être le manager qui peut décider, ou en termes de justice, ça peut être le procès. Et le procès, bah, ça va vous coûter très cher. Et il y a un juge qui va décider, et vous aurez... C'est des avocats qui vont parler de votre cas, et voilà, ça vous échappe, entre guillemets. Recourir à la médiation, si c'est pas compliqué, simple, on l'a dit, si c'est pas trop impliquant pour les gens, bah, vous pourrez le faire si vous êtes formé. Après, sinon, il faut aller chercher des médiateurs internes. Il y a pas mal d'entreprises maintenant où il y a des structures de médiation interne qui existent. Par exemple, chez Orange, il y a une structure de médiation qui existe. Malheureusement, elle n'est pas très connue. Voilà. À la RATP, il y a une structure de médiation qui fonctionne très bien, médiation interne. Et j'avais entendu un témoignage d'une personne qui avait... Donc c'était une équipe où il y avait vraiment 2 clans qui s'affrontaient. Le médiateur interne intervient, et le témoignage de la personne, a posteriori, c'était de dire, ben maintenant on arrive de nouveau à bosser ensemble, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ce truc? À chaque fois, c'est le témoignage que vous allez entendre, mais pourquoi est-ce qu'on cette médiation n'est pas intervenue au début, plus tôt? Ça aurait évité énormément de gâchis. Et sur des trucs très compliqués, bah, prendre un médiateur professionnel qui, lui, bah, il passe sa vie auprès des cours de justice à faire des médiations. D'accord? C'est son job. Alors, pour finir, les ressources qui pourraient vous intéresser, il y a un podcast que j'ai adoré, qui est celui de Émilie Thivet-Grivel. Donc, elle est avocate et médiatrice. Ok, vous l'avez à gauche. Et le premier épisode de ce podcast, c'est avec Jacqueline Morino. C'est la vieille dame que vous voyez ici. Alors, elle est décédée depuis. Cette dame, en fait, dans les années 80, Robert Badinter se dit, donc il est ministre de la Justice, et il se dit, on peut faire un truc mieux pour la justice française. Peut-être qu'il y a un moyen de rendre une meilleure justice. Et il confie à cette dame de regarder la médiation pour l'introduire dans la justice française. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est ni avocate de formation, ni médiatrice, ni quoi que ce soit. C'est une femme de lettres. Et son sujet où elle est experte, c'est la tragédie grecque. Et en fait, c'est génial parce qu'elle vous explique que dans les Grecs, ils avaient tout compris, quoi. D'accord? Donc, c'est assez sympa pour ça. Le livre, donc la médiation transformative, c'est un peu ça, le type de médiation dont je vous ai parlé, qui est très, très non directive. Transformative, dans le sens, c'est pas du tout transformer les gens, c'est transformer l'interaction. Et on a de la chance parce qu'il y a un traducteur qui est français, qui est Olivier Chamberloir. Donc, lui, il est médiateur et il fait des formations sur la médiation. D'accord? Et il arrive très bien à vulgariser ce truc-là, c'est très intéressant. Le dernier bouquin, La médiation d'entreprise, 2 personnes, Arnaud Stimek, qui est un universitaire, qui est médiateur, et il a fait beaucoup d'études sur l'histoire de la médiation. Alors, j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est très intéressant. Ça démarre avec le Front populaire dans les années 30. Après, il y a la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis qui pose pas mal de briques aussi sur la médiation, parce qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. Et puis, vous avez tout le courant de la psychologie humaniste dans les années 50. Voilà, donc Arnaud Stimek, voilà, vous cherchez des choses, il vous expliquera tout ça. Et je terminerai avec Sylvie Adigès. Elle était avocate, Sylvie Adigès. Elle commence à faire de la médiation. Et à un moment donné, elle se rend compte, et c'est elle qui le dit, je me rendais compte qu'en médiation, je rendais une bien meilleure justice que quand j'endossais ma robe d'avocate et que j'allais me battre avec l'avocat d'en face, en fait. Donc voilà, c'est un témoignage vraiment intéressant. Voilà, et j'ai fini.